Bonjour à tous et merci pour votre confiance sans cesse renouvelée à la télévision panafricaine Conscience 360. Bienvenue dans Patriotes d'Afrique, votre émission qui vous permet de consulter le passé et également permettre à la jeune génération de mieux s'outiller afin de concevoir un futur sans complaisance. Le numéro d'aujourd'hui revient sur le parcours du premier président de la République de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, Maurice Yaméogo. Ses actions à la tête de la Haute-Volta suffisent pour que l'homme soit inscrit au panthéon des gloires de Patriotes d'Afrique. Le verdict revient à nos spécialistes en plateau. Ce matin, nous avons professeur Domba Jean-Marc Palme, ancien chercheur à la retraite, ancien ministre. Professeur, bonjour. Bonjour. Professeur Sidiki Traoré, aussi ancien chercheur à l'université Joseph Kizabo. Professeur, bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Alors, professeur Sidiki Traoré, je reste avec vous. Maurice Yaméogo, puisque c'est de lui qu'on parle. Il est né animiste et s'est intéressé très tôt au catholicisme. Lui qui a été baptisé après s'être rendu au petit séminaire de Pabré. Il abandonne, après il abandonne l'église catholique. Dites-nous, pourquoi a-t-il abandonné cette vocation de chrétien catholique? Bien, parce que je pense qu'il y a d'une part voilà, son impatience, donc d'entrer tout de suite dans la carrière de fonctionnaire, mais aussi dans l'arène politique de son pays. Et à côté, les mauvaises langues racontent que c'est quelqu'un qui avait plutôt l'air d'être un bon frimeur et puis bon, qui regardait, qui partout les femmes et tout cela, bon, ça fait pas bon mariage avec une vie de prêtre qu'il avait envisagé en allant, par exemple, au séminaire de Pabré. Je pense que c'est l'explication. Quand j'ai posé la question, j'ai vu le professeur Jean-Marc Palme qui a souri, qui a quand même envie de placer quelque chose. Oui, bon, il avait une vie personnelle assez mouvementée. Okay. Pas très en phase avec le catholicisme et le métier de prêtre. Oui. C'est ce qui fait qu'il a été obligé de partir du séminaire et s'est lancé dans la vie. Il a quand même tenu tête à sa famille à un moment donné, puisque la famille avait voulu qu'il continue en tant qu'animiste, mais il a tenu tête, ce qui a valu quand même la perte de sa maman. À un moment donné. Oui. Alors, nous allons continuer. Après cela, il intègre la fonction publique. Quand il a quitté le petit séminaire de Pabré, il a intégré la fonction publique. Dites-nous, comment ont évolué les choses aussi rapidement, professeur Palme? Oui, bon, quand il a quitté le petit séminaire, et puis la vie politique à l'époque était assez mouvementée. Il s'est lié avec Philippe Zenda Kaboré et ensuite il a plus ou moins flirté avec le RDA, bien qu'il ait quitté le RDA après pour aller dans l'Union voltaïque. Bon, puis il a été élu aux premières élections là, lorsque la Haute-Volta était encore, une grande partie était encore rattachée à la Côte d'Ivoire, et il a été élu conseiller général. Il est parti en Côte d'Ivoire, et c'est comme ça qu'il a cheminé. C'est ça. Alors, j'ai bien envie de vous demander, vous avez dit qu'il a été élu conseiller général de Koudougou, d'ailleurs. Oui. Comment se sont passées les choses? Puisqu'il représentait, il fut conseiller général à Koudougou. Comment se sont passées les choses? Sa gestion, c'est ce que je veux... Sa gestion, c'est-à-dire, je ne comprends pas très bien. Quand il a été nommé conseiller général à Koudougou, comment est-ce qu'il a pu gérer les choses? Mais il siégeait à Abidjan. Il siégeait à Abidjan. Il siégeait à Abidjan. Et c'est là où il a fait la connaissance d'un certain nombre d'hommes politiques ivoiriens. Bon, c'est après ça qu'il a connu des déboires. Quand il est revenu, il a connu des déboires, il a cheminé, et puis il a été affecté à Yibo et tout ça. On va certainement en parler plus amplement tout à l'heure. Oui. Alors, professeur Sidiki Traoré, parlez-nous un peu du parcours politique de l'homme, parce qu'on a vu professeur Jean-Marc Palme parler tout à l'heure du débois, on va y revenir certainement, mais Maurice Yaméogo, son parcours politique. Bon, avant de revenir un peu sur son parcours politique, alors vous avez souligné un élément tout à l'heure, donc s'agissant pour Maurice Yaméogo de passer d'animiste à catholique, et puis au point de vouloir devenir prêtre, et vocation qu'il va abandonner. Il faut comprendre qu'à l'époque, être animiste, ça ne faisait pas bon teint.
envers les colons qui restaient le maître du jeu dans cette partie de l'Afrique. Donc là, il fallait, pour quelqu'un qui ambitionnait d'être bien vu, d'aller loin dans son aventure politique dans une colonie française, ça c'est une vocation, ça c'est une religion qu'il fallait tout de suite abandonner. Et il n'est pas le seul dans ce cas. Mathieu Kérékou, au départ, lui aussi, il est né animiste. Et c'est par la suite qu'il va devenir catholique. Et son ascension, c'est une fois au pouvoir qu'il va changer maintenant de catholique pour devenir musulman. C'est une évidence alors. Oui, donc bon, ça, il faut dire les choses clairement parce qu'on nous a cultivé à avoir honte des religions traditionnelles. Et donc pour quelqu'un comme Maurice Yamego qui avait le flair bon, qui savait que pour être dans les bonnes grâces du colon, eh bien il fallait abandonner donc cette religion-là. Parce qu'avant tout, le colon est là pour répandre sa culture, sa civilisation. Ça, c'est ce que je peux dire sur ce point-là. Pour plaire au colon, il faut quand même faire ce qu'il dit. C'est comme ça. D'accord. Voilà. Et maintenant, pour son parcours politique, oui. Alors, il faut dire que Maurice Yamego, c'est quelqu'un qui est très ambitieux au départ. Il est très ambitieux. En plus, c'est quelqu'un qui est très rusé. Voilà. Et il va d'abord, au départ, il prend cette distance d'abord avec le RDA. Et il va plutôt suivre, donc, Daniel Wezin Coulibaly, il va plutôt suivre le parti dirigé par, Philippe Zenda Kabouré. Voilà. Et quand il va se rendre compte que là, il y a les échecs, il va quitter le parti de Zenda Kabouré à un moment donné pour évoluer dans l'Union voltaïque. Il va voir que là aussi, les succès électoraux ne viennent pas. Donc, il va après aller vers les Joseph Ouedraogo, tout cela, et finir encore par revenir au RDA. Donc là, il a fait, en tout cas à l'époque, la plupart des grands partis qui dominaient la vie politique du Burkina Faso entre 1946 et 1958. Voilà. Maintenant, son arrivée au pouvoir va se concrétiser par son élection à Koudougou, comme conseiller, je crois, en 1956 par là. Exactement. Et donc, après les élections, le parti de Daniel Wezin Coulibaly est arrivé majoritaire, certes, mais ce n'était pas une majorité suffisante. Et donc, Daniel Wezin Coulibaly a dû maintenant essayer de débaucher. Donc, le Maurice Yamego avec son MDV, en lui promettant en tout cas quelques portefeuilles au sein du gouvernement. C'est comme ça qu'il va se retrouver pour la première fois ministre de l'Agriculture. Au sein du gouvernement de Zenda Kabouré. Voilà, au sein du gouvernement de Zenda Kabouré. C'est comme ça qu'a commencé son ascension. Par la suite, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, et après, donc en quelque sorte très puissant dans la mouvance présidentielle. Il est devenu le numéro 1. Voilà, le numéro 2, parce que Wezin Coulibaly était toujours là. Mais au décès de Wezin Coulibaly, lui, il va occuper, il sera chef de gouvernement intérimaire. Et donc, jusqu'à la proclamation de la République, où il va être confirmé, le chef, en fait, d'état de fait. Voilà ce que je peux dire. Professeur Palme, quelque chose à compléter? Parcours de Maurice Yamego? Il faut dire que Maurice Yamego était assez ambitieux comme personnage. Et c'est en fonction de ses intérêts qu'il prenait position. Il a dit tout à l'heure, il a louvoyé entre le RDA et l'Union. C'est un nomade politique alors? Hein? On va dire que c'est un nomade politique. Oui, c'est un nomade. Quand il a été, par exemple, au MDV, au congrès du MDV, il s'est présenté à tous les postes, sans succès. Jusqu'à commissaire au compte. Et c'est là où il a été élu. Et c'est avec ce titre en tant que membre du MDV qu'il a été appelé au gouvernement, qu'il a participé aux élections à Koudougou, et où il a remporté les 6 sièges. Il a été appelé au gouvernement pour occuper le poste de ministre de l'économie agricole. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de sa traversée du désert
Parlez-nous un peu, quand il est allé à Djibo, si je ne me trompe, comment s'est-il retrouvé là-bas? Comment les choses se sont passées? Bien, c'est que ça dépend en fait du colonisateur. Hein. Et le gouverneur Moura qui était là ne voyait pas Maurice de très bon oeil parce qu'en fait, il pensait que Maurice n'était pas très clair. Mais il n'a pas duré à Djibo, hein. Il a fait à peine 1 an. Et il est revenu à Ouaga comme billetteur à la santé. Voilà. Donc, comme je disais, Maurice, c'est en fonction de ses intérêts qu'il bougeait. Hein. Il n'y avait pas d'idéal comme Est-ce que pour vous, professeur Sidiki, il était, ça traversait le désert, c'est juste pour aller voilà, reprendre son esprit, aller s'armer une fois de plus pour revenir un tout petit peu conquérir encore la vie politique? Ah non, non, non. C'est pas lui qui a décidé d'aller à Djibo. C'est lié d'abord à son échec électoral. Il n'a pas été une série d'échecs. Une série d'échecs et l'échec qui vient après qu'il a essayé de frapper à toutes les portes, hein, se présenter. Vous êtes dans un parti, on veut renouveler les structures du parti, vous vous présentez au poste de secrétaire général, ensuite secrétaire à l'information, ensuite et vous êtes battu à tous ces postes-là jusqu'à commissaire au compte, tout ça. Et vous n'hésitez pas en cas d'échec, il n'hésitait pas en cas d'échec à aller voir des personnalités du monde religieux ou politique pour plaider sa cause. Et ça a suscité parfois de la méfiance envers des administrateurs français là, donc envers lui. Et c'est pourquoi, donc, à l'issue d'un échec électoral, on va dire, ben voilà, lui, on va l'envoyer en plein Sahel à Djibo, question qu'il peut-être en reviendra, il va revenir donc de façon plus, plus calme et plus rationnelle. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de son entrée au gouvernement de Wézin Coulibaly en tant que ministre de l'Agriculture. Comment s'est-il démarqué tout de suite? Comment s'est-il fait remarquer d'abord en intégrant le gouvernement? Non, en réalité, c'est Wézin Coulibaly, lui, il voulait s'assurer d'une majorité suffisante pour être en tête chef du gouvernement. Voilà. Et donc, il a vu qu'il fallait des alliés. Et c'est comme ça il va proposer au MDV donc de Maurice Yamego de le rejoindre dans une sorte de grande majorité qui lui permet d'être confortablement chef de gouvernement en lui proposant ce poste. Il s'est trouvé que Maurice Yamego va en profiter donc en tant que ministre de l'Agriculture donc pour conforter ses positions parce qu'il rêve grand, hein? Il est plus ambitieux que cela. Et donc il va faire du chantage. Et Daniel Wézin Coulibaly, sachant très bien que dès qu'il est éjecté du gouvernement, il va mener encore la fronde. Donc, il fallait lui faire des promesses. Et après les élections, on lui dit, bon, après les prochaines élections, si vous êtes toujours dans la majorité, non seulement vous passez à ministre de l'économie agricole, mais ce sera le ministre de l'Intérieur qui est un poste très stratégique. Et il va réussir à l'occuper. C'est à partir de ce moment qu'il commence à comprendre que, voilà, à tout moment, avec la conjoncture, lui, il peut devenir le chef du gouvernement. Alors, professeur, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Mais en fait, là, c'est parti de la motion de défiance qu'on a déposée à l'encontre de Wézin Coulibaly. Et Maurice Yamego a saisi l'opportunité de faire une campagne pour ramener un certain nombre de députés sous l'aile de Wézin Coulibaly qui a conservé la majorité et qui a conservé le pouvoir. Tel qu'il est battu avec son cousin Denis Yamego, tous les députés qui avaient été élus à Kourougoula, ils l'ont rejoint pour qu'il conforte la position de Wézin Coulibaly. Et c'est comme ça qu'il a été remarqué par Wézin Coulibaly, qui a su jouer son entraînement et qui l'a rappelé au gouvernement. Donc ça veut dire qu'en tant que ministre de l'Agriculture, il a été très remarquable, j'allais dire. Ses actions au sein du gouvernement l'ont permis quand même, ont permis à Wézin Coulibaly de renouveler en lui sa confiance. Oui, bien sûr. Et comme disait Cédric tout à l'heure, mais Maurice ne voulait pas s'arrêter à là, hein. Il visait plus grand. Et c'est là où, en fait, il a revendiqué le poste de second du gouvernement. Oui. Lorsqu'il a pu ramener à Wézin une certaine majorité pour qu'il reste au gouvernement, pour qu'il reste au pouvoir. Et c'est là où Maurice est devenu ministre de l'Intérieur. Voilà.
D'accord. Alors, quand il accède maintenant... Et oui. juste une précision. Il ne faut pas penser que c'est son action, hein, sa bonne gestion, ses prouesses en tant que ministre de l'Agriculture. Non. Non, c'est plutôt son activisme Politique. et sa versatilité Oui. qui a beaucoup pesé en sa faveur. Parce que le chef du gouvernement est en difficulté, en dire de le faire tomber. Alors lui, il se tourne vers un homme politique qui est très ambitieux, chez lui, ce n'est pas la couleur, l'idéologie qui compte, c'est un opportuniste. Donc, contrairement à la majorité des députés, lui, il est prêt, avec son mouvement, à soutenir Wezin Coulibaly pour qu'il reste chef de gouvernement. Et en contrepartie, lui va entrer au gouvernement en force. Et c'est comme ça, c'est ce marchandage-là, en fait, qui a réussi. Et Wezin Coulibaly, ayant peur aussi, ayant eu peur de tomber, donc a dû s'accommoder de ce retour-là, de ce retour de veste de Maurice Yameugou qui lui a apporté son soutien. Alors, voilà. Je voudrais ajouter un peu à ce qu'il dit, c'est que la motion de censure a failli emporter Wezin Coulibaly. C'est ça. Oui. Et il y a eu la majorité. Wezin a refusé en disant majorité de circonstances, majorité de hasard. Je refuse cette majorité. Et c'est là où s'est tourné vers des gens comme Maurice Yameugou pour conforter sa majorité et rester toujours au pouvoir. Quand il a profité du décès de Wezin Coulibaly, si je ne me trompe, et maintenant il prend la tête du gouvernement, maintenant il demande l'indépendance. Est-ce que ce n'était pas une action noble, une action qu'il faut lui reconnaître? Au départ, Maurice Yameugou ne voulait pas l'indépendance. Hein. Ah bon? Non, il était dans le siège au Fort Moyen. Ben, il arrivait même à déclarer que nous voulons l'indépendance alors que nous ne savons même pas fabriquer une aiguille et nous voulons l'indépendance. Il était farouchement opposé à l'indépendance. C'est par la suite, avec les amis du Conseil de l'Entente, qu'ils ont changé de position et Maurice est devenu un fer de lance de ceux qui réclamaient l'indépendance. Il a imposé, par son point de vue, au sein du Conseil de l'Entente, jusqu'à avoir des positions assez radicales telles que refuser de signer des accords militaires avec la France, qu'au fouet, au nom du Conseil de l'Entente négociait, et jusqu'à refuser que les militaires français restent à Boï-Grasso. Il les a tous expulsés. Vous pensez cela également? Au début, il était contre cette idée de... Ah oui, non, au départ, en fait, il faut reconnaître que même au Fouet-Boigny, au départ, il était radical. Ah ouais. Mais ils ont compris que s'ils voulaient le pouvoir, il fallait plutôt être dans les bonnes grâces de Paris. Et donc, à un moment donné, avec la guerre d'Algérie, ce qui s'est passé au Vietnam, ce qui s'est d'abord en Inde, dans les colonies britanniques, les Anglais ont tiré la leçon pour dire non, on ne peut pas empêcher nos anciennes colonies de prendre leur indépendance. Le Vietnam a éprouvé à la fois la France et les États-Unis, l'Algérie a éprouvé la France. C'est à partir de ce moment qu'en réalité la France même va susciter une forme, va amener les dirigeants à aller vers les indépendants, mais des indépendants sous contrôle. Oui. Et c'est ce qui va amener dans les Maurice Yameugou et même les Houphouët-Boigny à changer de position, et certains vont même se faire passer pour des gens qui se sont battus pour arracher cette indépendance. Ce n'est pas comme ça que ça s'est fait. Voilà. Donc ça, il faut que ce soit bien compris. Donc l'exigence de l'indépendance de la Côte d'Ivoire pour Maurice Yameugou ne peut pas être considérée comme étant une prouesse. Donc non. Par contre, le refus du renouvellement des accords militaires qui devraient maintenir des soldats français, donc en Haute-Volta à l'époque, oui, ça c'est une prouesse. C'est une prouesse. Voilà, parce que, alors maintenant, dans la réalité, est-ce qu'il l'a fait par calcul ou bien par idéologie? Moi, je pense que c'est plus par calcul parce que, sachant que lui-même il est versatile, il avait peut-être flairé qu'à tout moment, si vous commencez à prendre des positions qui ne plaisent pas à la France, on peut donc actionner cette force militaire-là pour occasionner des troubles et puis vous renverser. Et donc lui qui rêvait d'être, parce que c'est quelqu'un qui rêvait d'un pouvoir discrétionnaire. Il ne faut pas oublier qu'il a mis le parti unique en place et il a organisé des élections dont lui seul a été candidat, pour qu'il a remporté avec 99,98% des voix. Il rêvait d'un pouvoir discrétionnaire et je pense que c'est dans cette optique-là qu'il a refusé
le maintien dans le stationnement des troupes françaises en Haute-Volta à l'époque, parce que cela pouvait porter donc préjudice à son exercice de pouvoir. Je pense que c'est ce qui l'a amené à dire non, qu'il ne voulait pas combattre des soldats français donc en Haute-Volta. Voilà. Lui qui avait opté pour la Fédération du Mali, à un moment donné, on voit qu'il a un retournement de position. Qu'est-ce qui a fallu cela? Mais en fait, la Fédération du Mali, Maurice l'a accepté du bout des lèvres. Hein. C'est le rapport de force au sein de l'Assemblée qui ne lui permettait pas de refuser. Il a même conduit la délégation qui a été pour adopter la constituante. Mais suite au retour, Maurice avait un autre langage. Il tenait un autre langage à Paris et à Abidjan que celui qui tenait à Haute-Volta. En réalité, Maurice n'a jamais été pour la Fédération du Mali. Ça ne l'arrangeait pas. Mais au début, il avait quand même accepté. Non, du bout des lèvres. Donc on va dire quand même que c'est quelqu'un, à chaque fois, il calculait ses idéologies, ses prises de position. Tant qu'il voit que ça ne l'arrange pas, personnellement, il ne tarde pas à pouvoir rebrousser chemin. Non, tout à fait. Est-ce que c'est quelqu'un, même envers ses meilleurs amis, ses meilleurs alliés, il utilisait le chantage. Oui. À un moment donné, il y avait comme une sorte de jalousie de Maurice Yamerogo envers la popularité grandissante d'Houphouët-Boigny. Et donc, cela va l'amener, à un moment donné, à s'allier au Ghana. Et même à aller faire le déplacement au Ghana, va rencontrer en 1961 Kwame Nkrumah. Ils vont même symboliquement supprimer les frontières. Et oui, entre la Haute-Volta et donc le Ghana, et instaurer une forme d'union douanière. Pour mettre maintenant pression sur Houphouët-Boigny. Et donc, c'est à son retour, à peine un an après cette lune de miel avec Kwame Nkrumah, il va faire encore volte-face pour être en ce moment-là récupéré par Houphouët-Boigny. Et à ce moment, Houphouët-Boigny a compris que non, c'est quelqu'un qu'il faut ménager parce qu'à tout moment, il peut se retourner pour aller s'allier avec vos ennemis ou avec ceux-là que vous combattez. Et même avec les Américains, il s'est rendu compte que lui, il pouvait faire du chantage pour amener les Américains à lui accorder une certaine importance et à l'utiliser comme contre-pouvoir envers donc Kwame Nkrumah. Effectivement, sa visite aux États-Unis là s'inscrivait dans cette logique parce qu'à l'époque, n'importe quel président africain ne pouvait rêver d'être invité par le président des États-Unis en personne. C'était pas imaginable. Apparemment, c'est le premier Africain à fouler le sol de Paris. Oui, c'est ça, des États-Unis. Et il a été invité officiellement par le président américain Lyndon Johnson. Et là, pourquoi? Parce que ces gens-là voyaient l'activisme et la popularité donc des extrémistes, des radicalistes, des souverainistes, donc comme Kwame Nkrumah. Et donc Maurice Yamerogo avait été vu comme quelqu'un qu'on pouvait utiliser pour essayer donc de contrecarrer les ambitions panafricanistes et souverainistes de Kwame Nkrumah. Donc c'est dans cette logique-là aussi que quand il est allé voter, aller dans la Fédération du Mali, c'était vraiment par calcul et à tout moment, il n'a pas fait long feu de toutes les façons. Très rapidement, il va se retourner, on va le démarcher. Et donc, pour faire tomber la Fédération du Mali, va simplement proposer à lui et à, à Mani Diori qu'il se retrouve dans une sorte de conseil de l'entente qui n'avait pour but que d'affaiblir cette union, cette Fédération du Mali qui était plutôt vue d'un mauvais œil parce que là, il ne semblait pas être des plaisantins. Alors, vous parlez de Félix Houphouët-Boigny. Maurice Yamerogo avait-il une relation particulière avec Félix Houphouët-Boigny? En fait, Maurice n'a pas connu Houphouët quand il était à Abidjan, dans le Grand Conseil. C'est après, grâce à Ouensin Coulibaly, et c'est Ouensin Coulibaly même qui lui a soufflé le nom de Maurice pour le remplacer. Et c'est comme ça que les relations sont tous tissées. Et il est devenu pratiquement un bras droit de Houphouët-Boigny. Autrement, non, je ne connaissais pas avant. On a vu aussi cet accord-là qu'il y a eu entre Houphouët-Boigny et Maurice Yamerogo, cet accord de double nationalité. Mais cela n'a pas fait long feu aussi. Oui.
Oui, mais ça n'a pas fait long feu parce que c'est toujours dans la stratégie donc de faire en sorte que Maurice Yamego n'ait pas donné du poids au plus grand adversaire politique de Houphouët-Boigny en Afrique de l'Ouest à l'époque, Kwame Nkrumah. Voilà, donc ça a tenu, ils ont fait ça, mais dès le retour de papier, ça a été jeté aux orties, là, très rapidement, parce que Houphouët, il n'en voulait pas. Voilà. C'était juste pour vous faire plaisir. C'était juste... C'est pas exactement Houphouët qui n'en voulait pas, puisque Houphouët a réuni une sorte de congrès en Côte d'Ivoire, et les Ivoiriens ont dit non, président Salah, on ne veut pas. Si tu veux, mets-nous tous en prison, mais Salah, on ne veut pas. Mais en réalité aussi, en bas, Houphouët n'en voulait pas tant que ça. Ça peut être aussi des actions en sourdine pour amener les Ivoiriens à refuser quand même. Ouais, on a dû faire des tractations. Oui. Il faut insister sur le fait qu'il y a beaucoup d'actions comme ça qui relevaient plus de la communication que de l'action, parce que l'objectif n'était pas tant le résultat, mais de pouvoir garder Maurice Yamego dans le giron donc des adoubés, des bons amis de la France. Sa fougue a fait qu'il faut quand même l'amener à se temporiser, à rester... Voilà, parce que son aventure avec Kwame Nkrumah, ah oui, son union douanière a fait peur. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'il fallait lui promettre très clairement pour qu'il tourne définitivement le dos à Kwame Nkrumah? Il fallait lui proposer des choses même irréalistes, comme la double nationalité. Et Houphouët était persuadé que non, lui fait la promotion, mais dans les faits, ça ne marchera jamais. Quelle était sa relation, professeur Palma, avec la France? Maurice Yamego. Clair-obscur. Tantôt, il prenait telle position, tantôt telle autre position. Mais quant au fond, il était avec la France, dans le fond. Mais en fait, tout ce qui pouvait l'arranger, lui, il tirait profit de ça. Ce n'est pas des relations amicales entre pays. Pour lui, tant que ça l'arrange... Tant que ça l'arrange... Mais si ça ne l'arrange pas... Non. On va parler de sa gouvernance économique, sa gouvernance économique et politique de Maurice Yamego, à la tête de la Haute-Volta. Parlez-nous un peu. Bon, en fait, si on doit résumer la gestion économique donc, de la Haute-Volta sous Maurice Yamego, il faut dire que c'est une très mauvaise gestion économique, parce que d'abord, c'est quelqu'un qui était connu pour ses nombreux voyages. Donc, en Côte d'Ivoire, en France. Bon, on pense même qu'il passait plus de temps en Côte d'Ivoire qu'au Burkina, en Haute-Volta à l'époque. Et il y a aussi sa vie faite de beaucoup de libéralité, des dépenses parfois très somptueuses. Bon, pour un pays à budget encore très limité, bon, c'est ce qu'on va retenir de lui, c'est mariage, divorce, remariage, et puis lune de miel dans des îles des Caraïbes. C'est un fait oui, bien sûr. À Copacabana, sa lune de miel. Voilà. Donc, voilà un peu aussi. Et c'est là où il a invité l'équipe de Pelé à venir jouer ici. Mais comme il n'y avait pas un stade assez bien, l'équipe de Santos de Pelé est partie livrer le match à Abidjan. Et il y était également. Il y était, bien sûr. Sa gouvernance politique, parlez-nous aussi. Non, la gouvernance... Vous avez parlé de parti unique où il était le seul candidat avec plus de 99%. Voilà, il avait été élu à plus de 99%. 99,98%. Oui. Non, en fait, je vous ai dit que c'est quelqu'un qui rêvait d'un pouvoir discrétionnel, un pouvoir absolu. Et dès qu'il a eu l'occasion, lui-même, il a senti que il y avait trop d'instabilité, donc voilà, au niveau du pouvoir, donc en Haute-Volta, entre 1946 et 1958. Donc quand il va se retrouver maître à bord, c'est-à-dire chef du gouvernement, la première des choses sera de modifier la Constitution, de sorte à lui donner les pouvoirs en tant que chef du gouvernement, là, de dissoudre l'Assemblée. Et donc, les députés, à l'époque, sont obligés de procéder ainsi, par peur qu'ils dissolvent l'Assemblée et convoquent de nouvelles élections auxquelles certains ne sont pas sûrs, certains ne sont pas sûrs de s'en sortir. Mais dès que la modification a été faite, qu'est-ce qu'il a fait immédiatement? Il a dissous l'Assemblée
Donc, créer un peu le désarroi au sein des hommes politiques de l'époque. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé seul maître à bord et en instaurant maintenant un parti unique. Et avec ce parti unique, il ne va pas s'en tenir là. Alors, il se montre voilà, inflexible avec les syndicats. Ah oui, il a emprisonné. Je pense que c'était à l'époque, celui qu'on connaît le plus là, c'est Joseph Ouedraogo, non, qui l'avait emprisonné à Koudougou en son temps. Bon, donc ça, voilà un peu. Vous voulez museler donc les hommes politiques, vous voulez museler les syndicats, c'est un seul parti. Et voilà, donc, mais dans le même temps, vous gérez le pays d'une façon vraiment qui montre que vous êtes forcément en train d'aller dans le mur parce que ça ne va pas tenir. Il faut dilapider les ressources de l'État, mais vous êtes dans cette logique que vous n'acceptez pas la contraction, ça ne peut pas marcher. Vous pensez également qu'il a mal géré les ressources de l'État? Mal gérer les ressources de l'État. Mais c'est clair, c'est ça qui a amené le 3 janvier justement. 66, parce qu'en réalité, Maurice Yamigo, c'était un roi. Si je peux me permettre ça, c'était un roi télé. Quand son second mariage, la lune de miel. Avec la métisse. Ouais, c'était à Copacabana. Et là, il obligeait les membres du gouvernement à venir. Il y avait un habillement précis qu'il fallait avoir pour venir. Et à l'époque, sous le gouvernement de Maurice, le détournement, c'était à ciel ouvert. Ça, il n'y avait pas de machin. Et Maurice avait muselé, sur le plan politique, il avait muselé la situation. Par exemple, tout ce qui était opposant et ce qui pouvait lui faire de l'ombre, il les a tous mis à l'ombre. Et le principal, c'était Joe Wedé. Et il y a même Ali Barrow qui lui pardonnait pas ce recrutement de veste après Dakar pour la Fédération du Mali. Oui. Alors, vous avez parlé du 3 janvier 66. Et oui. juste un mot. Et quand on parle de sa mauvaise gestion et de la corruption en son temps, ça c'est pour ceux, en fait, qu'il voyait surtout, et il était intraitable avec ceux-là qui avaient des ambitions. De sorte que pour une pécadille là, il va vous humilier. Par exemple, c'est ce qui est arrivé à Bougarawa. Qui était hostile à son pouvoir. Oui, à Bougarawa, à l'époque, voilà, Ouedraogo, à Ouedraogo, quelqu'un qui commande deux cajots de bière, à crédit, après vous l'accusez de corruption, de vol de deniers publics, voilà, vous le trimballez devant dans les tribunaux, alors qu'il a fait venir les deux cajots là pour une réunion du parti à Ouedraogo. Et donc, on va l'enfermer, on va le jeter en prison et puis il sera jugé et on va prononcer un non-lieu. Mais le fait que le monsieur a déjà été en fait humilié. Et puis bon, la rumeur à l'époque, les informations ne circulaient pas comme aujourd'hui. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Et sa gestion politique est marquée également par l'instabilité au niveau du gouvernement. À tout moment, il y avait des changements, des remaniements ministériels à n'en pas finir. Du coup, les gens travaillaient avec la trouille. Et dès qu'il était absent, le pays était en quelque sorte paralysé parce qu'aucun ministre ne prenait le risque de poser une action de peur qu'à son retour là, il te limoge pour avoir agi. Donc, en pensant que comme le chef n'est pas là, je peux faire ceci en attendant. Est-ce que sa gestion, l'événement auquel on a assisté le 3 janvier 1966, on peut dire que c'était légal, normal, au regard de sa gestion à la tête de la Haute-Volta? C'est ça, c'est juste. Parce que dans quoi est-ce qu'il dépensait l'argent, lui? Bien sûr, c'était ses somptueux voyages, et les voyages non pas officiels. Tourisme, on peut aller à Abidjan, en France, etc. Et donc, ces générosités, les fêtes liées donc à son remariage, donc la lune de miel, et puis les cadeaux qu'il offrait souvent donc à des gens, par exemple des ecclésiastiques. Voilà, à l'époque, quand les premiers, je crois, qui ont été consacrés au Vatican, lui, il s'est déplacé jusqu'au Vatican pour aller assister à leur consécration. Et on va leur offrir des véhicules somptueux à l'époque, tout ça. Mais écoutez, vous ne pouvez pas. Et sans oublier, bon,
ces ministres aussi, voyant ce que le maître faisait, ceux qui étaient sûrs qu'on ne les soupçonnerait pas de ne pas être loyaux envers Maurice Yamego, ça donnait à la même chose. Donc du coup, à un moment donné, donc à la fin de l'année 1965, alors pour mettre en place le budget, on découvre que non, là, il y a un gros souci, les caisses sont vides, et là, si on ne trouve pas un moyen de renflouer les caisses là, ça ne marchera pas. Voilà. L'événement du 3 janvier 1966, parlez-nous, comment ça s'est passé concrètement? Mais en réalité, les syndicats, le clergé, les traditionnels, tout le monde est sorti pour exiger, voilà. Mais en réalité, comme disait Cédric tout à l'heure, quand il s'est rendu compte, son train de vie était tel que les caisses de l'État ne pouvaient pas rester. Et au fait, qui suivait la situation, l'a convoqué pour lui dire, bon, vraiment, la situation telle qu'elle va, ça ne va pas du tout. Je peux te passer de l'argent pour que tu puisses faire face à certaines dépenses. Maurice, de manière outrancière, dit que, mais il faut qu'on apprenne un jour à compter sur nous-mêmes. On ne va pas tout le temps tendre la main. Il faut que nous-mêmes, on apprenne à se passer nos problèmes. Vous pouvez dire non. Ce que tu entends, ce que tu penses, ce n'est pas ça. Puisque lui, il pensait que non, les voltaïques, ils vont s'énerver, comme d'habitude, rouspéter, et puis après rentrer. Vous pouvez dire non, ce ne sera pas ça. Hein. Ce sera plus grave que ce que tu crois. Laisse-moi te passer de l'argent, tu rentreras quand tu pourras. Et ça, c'est ça, Maurice a dit non. Que la haute voltage, c'est ma natte, je la plie et je la déplie quand je veux. Au fond, tu as dit non, cette fois-ci, tu ne la plieras pas et la déplieras pas. En 66, oui. Voilà. Et c'est là où tout le monde est sorti. On a exigé le départ de Maurice Yameogo. Après, il a été privé de ses droits civiques. Est-ce que c'était légitime en tant qu'un ancien président? Oui, bien sûr. Bon, c'est les textes les textes et les pratiques même sous Maurice Yameogo qui l'exposaient à ces phénomènes. Sous lui, pour un rien, on t'envoie en prison. Hein. Donc, tu ne peux pas espérer mieux une fois que toi-même tu es renversé. Mais je voudrais ajouter un détail sur l'union sacrée des populations à l'époque qui a abouti à son renversement. Et l'Église catholique s'y était en tout cas beaucoup investie parce que dans le projet de budget de l'année 1966, donc, qui circulait à la fin de l'année 1965, il avait prévu donc d'arrêter la subvention publique qu'on accordait aux écoles catholiques. Ah là, bon, vous coupez des ressources, voilà, des écoles, bon, évidemment, les premiers responsables de ces écoles et tous les chrétiens de façon générale ne pouvaient pas apprécier cela. Et du côté des fonctionnaires, évidemment, le rabattement de 20% des salaires, alors c'est trop élevé ça. Bon, et les problèmes commencent, on vous dit, les syndicats veulent vous rencontrer, vous n'êtes pas d'accord, vous ne les recevez pas. Mieux. Et après, quand ça a commencé à coincer, vous allez voir maintenant les religieux, le président, je pense, des responsables des musulmans, lui dit non. Pour les religieux là, c'est le cardinal qu'il faut aller voir. Bon, et après son ministre, le 31, quand les syndicats se sont réunis déjà pour la conduite à tenir face à ces nouvelles mesures-là, donc son ministre de l'Intérieur, son cousin, Denis Yameogo, il va aller, au lieu de chercher à jouer à l'apaisement, il va jouer l'homme fort là-bas. Les intimidations, les invectives. Mais, écoutez, là, mais vous vous installez de fait dans un bras de fer. Oui. Du coup, les modérés et ceux-là même qui n'étaient pas fonctionnaires, donc, comme les commerçants et tout ce monde-là, se sont dit, mais attendez, comment un représentant du pouvoir peut parler comme ça? Et toute la journée même du premier, Maurice Yameogo à la radio va faire croire que, bon, c'est une sorte de complot, que donc les habitants, les fils de Ouagadougou, menés par Joseph Ouedraogo, voulaient donc livrer contre lui le bon ressortissant donc de Koudougou. Et bon, vous voyez, ça ne pouvait pas prendre. Et là, il s'est installé déjà du fait dans une situation en fait sans issue. C'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Hein? Oui. Alors, voilà. Mais en plus, il faut dire une chose. Les problèmes que Maurice a eu avec sa femme n'ont pas
permis de simplifier la situation. Hein. La femme de Maurice était une cousine du cardinal et d'un officier supérieur qui était son aide de camp. Et ceux-ci ont pris position pour leurs parentes. Et en plus, il faut dire que Maurice, franchement, les mots me manquent. Quoi. Ouais. Et peut-être ce qu'il dit à propos de son épouse, là, Ouais. et la première félicité, là. Ouais. Quand elle a été renvoyée, elle était en vacances en France et on la soupçonne de scandale, quelque chose comme ça, et donc d'avoir été sommée de quitter la France et de rentrer. Donc quand elle est rentrée, Maurice piquait dans son amour propre et peut-être aussi parce qu'il cherchait une occasion pour se débarrasser de celle-là. Donc va l'envoyer en prison, non pas à Ouagadougou ici, mais à Koudougou. Et pour une dame qui a, comment dirais, qui est parentée, voilà, au cardinal et puis à un officier supérieur, vous voyez, tout ça, ça fait des mécontents. On dit, mais comment ta propre femme là, vous allez, même si elle a fauté, vous allez l'envoyer. Une femme qui s'habillait aussi somptueusement. Bien sûr, et qui était fière là, hein, quand, comment dirais-je, il s'est rendu aux États-Unis, la dette avec la première dame américaine aux côtés de leur mari, Lyndon Johnson et Maurice Yamego. Bon, mais vous allez donc envoyer cette dame-là en prison. Les gens ont dit, mais pourquoi ne pas, si elle a fauté, que ce soit produire en bonne et due forme, qu'on la garde peut-être en prison, juste à Ouagadougou, mais pourquoi l'envoyer, voilà, chez le président? Ça, c'est vraiment dans une tentative d'humilier. Et Maurice Yamego, c'est ce qu'il faisait. C'est de l'humiliation. C'est de l'humiliation. Bougarawa aussi ne dira pas le contraire. C'est de l'humiliation. Mais c'est que la réalité même, oui. La femme, là, quand elle est revenue, au fait de la faire accompagner par une délégation de femmes de la fille, parce qu'il savait très bien, connaissant Maurice il savait ce qui pouvait arriver à la femme. Voilà. Mais Maurice est passé outre. Nous sommes visiblement pris par le temps. On va passer à la question ultime qui marque cette émission. Vous le savez, est-ce que Maurice Yaméogo, premier président de la République de la Haute-Volta, au regard de ces différentes actions qu'on vient d'énumérer, mérite-t-il d'être ici au rang des patriotes d'Afrique? Ah non, pour moi, non, pas du tout. Hein. Non. Là, on ne peut pas vouloir instaurer une forme de dictature, museler tout le monde, et puis soi-même vivre de façon très libérale, des dépenses très somptueuses qui vont mettre en faillite l'État. Non, et puis ça, c'est un fait quand même qu'il ne faut pas négliger. Hein. Et le deuxième aspect, bon, il a été, quoi qu'on dise, hein, malgré ses nombreux volte-face là, un valet aussi hein, de l'impérialisme français à l'époque, pour aller dans cette organisation fantoche qu'est le Conseil de l'Entente, dont l'ultime but était en fait d'affaiblir la fédération. Voilà. Le seul mérite qu'on peut lui reconnaître, et là je pense avoir dit aussi que c'est peut-être par calcul, c'est le refus d'avoir donc stationné en Haute-Volta donc des soldats français. En dehors de ça, je ne vois pas quelque chose d'autre qu'on pourrait mettre au mérite de Houphouët-Boigny au point de l'ériger en patriote d'Afrique. Non, mais l'indépendance accordée, on l'a déjà dit. Non, Maurice ne voulait pas l'indépendance. Mais je pense qu'il ne faut pas galvauder le terme patriote. Hein. Non, Maurice ne mérite même pas ce terme. C'est ce qualificatif. Ça a toujours été un valet de l'impérialisme qui n'a jamais lutté contre les Français, contre la domination. Toutes les positions qu'il prenait, c'est en fonction des situations, et il le voyait. Même l'affaire de la base française, c'est pas suite d'un incident, parce qu'il était sorti d'un restaurant et on a cassé le drapeau qui avait sur sa voiture, et il a soupçonné les soldats français. Donc il s'est dit que si jamais ces gars-là restent ici, mon pouvoir risque de ne pas durer parce qu'ils peuvent m'enlever, c'est tout. Non. Le verdict est ainsi donné. Maurice Yaméogo, le premier président de la République de la Haute-Volta, ne mérite pas d'être inscrit au rang de patriote d'Afrique. Et c'est ainsi que va se refermer les portes de ce numéro de votre émission Patriote d'Afrique. Professeur Domba Jean-Marc Pal, enseignant-chercheur à la retraite et ancien ministre, merci d'être venu. Je vous en prie.
professeur Sidiki Traoré, enseignant-chercheur à l'Université Joseph Kizero. Merci également à vous d'être venu. Et je vous remercie également. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Patriote d'Afrique. Portez-vous bien.